Et notre invité ce matin, c'est Vincent Hugeux. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes grand reporter, essayiste et professeur à Sciences Po. On a évidemment envie d'avoir votre regard sur ce qui se passe notamment en Israël. Et d'abord, on l'a vu la nuit précédente, cette attaque antisémite à Washington. 2 employés de l'ambassade qui ont été tués. Est-ce qu'on est dans une importation du conflit aux États-Unis que l'on pensait quand même protégé de ce type d'attaque ? Alors, je pense qu'aucun endroit au monde n'est immunisé contre le fléau antisémite et, je dirais, les contre-coups de la tragédie qui se déroule. Il y a eu évidemment l'épisode d'octobre 2023, dont il serait inepte de minimiser ou d'euphémiser l'abjection, soyons clairs là-dessus. Mais il est vrai aussi que la riposte totalement disproportionnée et aveugle d'Israël, notamment sur la bande de Gaza, mais on l'oublie trop souvent, le harcèlement permanent qui est imposé aux Palestiniens de Cisjordanie, tout cela évidemment contribue sur un contexte très passionnel à embraser des comportements inexcusables, impardonnables, et il est parfaitement clair que l'assassinat de ce jeune couple ressort de cette logique absurde. Une attaque antisémite évidemment très vite condamnée par le président américain Donald Trump. Est-ce que ça peut changer quelque chose dans sa politique vis-à-vis d'Israël ? Honnêtement, je ne le crois pas. Je pense que pour lui, dont on sait que l'ego est la valeur cardinale, c'est évidemment assez humiliant que sur le territoire américain, et singulièrement à Washington, capitale fédérale, ce type d'actes terroristes et haineux puisse survenir. Mais je pense que, si vous voulez, les critères de choix de l'administration américaine, celle-là comme les précédentes d'ailleurs, et comme les suivantes, sont tellement enracinées dans la relation bilatérale que même s'il y a des crispations en ce moment entre Washington et Tel Aviv, je pense par exemple à la tactique adoptée par Donald Trump vis-à-vis de l'Iran. On sait bien que Benjamin Netanyahou espérait avoir une sorte de feu vert pour des frappes de grande ampleur sur des sites industriels, vraisemblablement nucléaires iraniens. Il peut y avoir des désaccords. Mais pour le reste, je crois que ceux qui s'imaginent que Washington pourrait un jour lâcher l'État d'Israël, il n'y aura jamais de rupture. Lourdement, non. Benjamin Netanyahou, en revanche, il s'en est pris à la France, au Royaume-Uni, au Canada. Il les accuse d'encourager les meurtriers de masse du Hamas. Pourquoi de telles accusations ? Alors là, on est dans l'instrumentalisation chimiquement pure. C'est-à-dire que, honnêtement, ce type de propos, qui est d'un cynisme sans fond, est absolument indéfendable. Comme si il y avait, comme on le dit, lui l'a dit ou l'a suggéré, son ministre des Affaires étrangères, Gideon Sa'ar, l'a formulé de manière plus explicite encore, un peu comme si il fallait incriminer ceux qui se bornent à rappeler les normes du droit international, qui s'applique à Israël comme à tous les États de cette planète, leur imputer donc la responsabilité d'un crime haineux, antisémite, comme celui dont il est question ici. Donc je crois que là, on est vraiment dans le Netanyahou tel qu'on le parle, c'est-à-dire quelqu'un qui est l'otage consentant d'une coalition d'extrême droite, avec autour de lui des ministres qui le tiennent d'une certaine manière, parce que même s'il représente électoralement une portion très modeste de l'électorat israélien, compte tenu des équilibres, eh bien, ils savent très bien qu'en cas de démission ou donc d'élection anticipée, il est très probable que Netanyahou tomberait. Donc il est uniquement guidé par cette obsession de se maintenir au pouvoir. On sait également que dans l'hypothèse où il devrait quitter la primature israélienne, il ferait face à la justice. Mais pour lui, si vous voulez, que ce soit la justice de son pays ou la justice internationale, je fais là évidemment allusion au mandat devant la Cour pénale internationale qui le concerne, il considère qu'il est au-dessus du droit. Et j'en donne juste un exemple très récent. Il y a quelques heures, il a annoncé la nomination d'un nouveau patron du Shin Bet, donc la sécurité intérieure israélienne, après avoir évincé le prédécesseur, qui s'appelait Ronen Bar. Pourquoi l'a-t-il évincé? Parce que le Ronen Bar en question avait eu le malheur de déclencher des enquêtes sur des suspicions de pots de vin que des membres de l'entourage de Netanyahou ont reçues de la part du Qatar.
Donc, si vous voulez, on est là dans une logique illibérale classique, qu'on retrouve aussi d'ailleurs en Europe centrale, logique dans laquelle la force l'emporte sur le droit et où le fait accompli prévaut sur les normes internationales. Oui, parce qu'il a annoncé contre l'avis de la procureure générale, absolument, donc contre l'avis de la justice de son propre pays. Est-ce que du coup, il y a une fuite en avant chez Benyamin Netanyahou qui s'explique par ces difficultés intérieures? Et sans attendre le verdict de la Cour suprême, donc l'instance suprême, comme son nom l'indique, de la justice israélienne. Oui, mais fuite en avant, si vous voulez, tous azimuts. C'est-à-dire, vous avez une fuite en avant, par exemple, dans l'asservissement, la tentative d'asservissement de la justice, dans le fait de caporaliser l'armée, etc., etc. Mais vous avez aussi cette fuite en avant tragique de Gaza. Je rappelais tout à l'heure l'abjection des attaques d'octobre 2024, de ce carnage que personne n'a oublié. Mais n'oublions pas qu'aujourd'hui, on estime à minima qu'il y a plus de 50 000 tués à Gaza depuis le déclenchement de la riposte et que la majorité écrasante de ces victimes sont des femmes, des enfants, des civils. Il veut aller jusqu'où, Benyamin Netanyahou, dans la bande de Gaza? Le sait-il lui-même? Si on l'écoute, il s'agit une fois encore, d'éradiquer le Hamas. Et le postulat de Benyamin Netanyahou, qu'il a réitéré très récemment, parfaitement fallacieux, est de dire que seul le recours à la force peut permettre le retour des otages. Tout indique que les otages qui ont été libérés, dans leur quasi-totalité, l'ont été au prix d'une trêve et d'un accord. Bon. Donc déjà, je dirais, ce postulat est donc inexact, en échange de prisonniers palestiniens. Absolument. Selon d'ailleurs une vieille tradition, comme on le sait. Bon. Donc déjà, ce postulat est erroné, mais il en a évidemment parfaitement conscience. Maintenant, j'ajoute que l'éradication d'un mouvement comme le Hamas est évidemment une fiction, c'est une chimère. Vous pouvez effectivement affaiblir considérablement, voire anéantir un appareil militaire. Bon, mais vous ne pouvez pas, en quelque sorte, annuler une idéologie, vous ne pouvez pas apaiser la soif de vengeance qui est alimentée par le carnage en cours. Donc, de toute façon, c'est une option chimérique. Mais donc, j'en viens à me demander si, au fond, les idées parfaitement délirantes qui ont été émises récemment par Donald Trump, hein, vous savez, cette métamorphose de la bande de Gaza en Riviera. Eh bien, si, d'une certaine manière, on ne commence pas à penser, en Israël, en tout cas dans l'extrême droite israélienne, que le para-américain va même au-delà des rêves les plus fous. Moi, je me souviens de l'époque où j'allais très souvent en reportage dans cette région, et si vous voulez, le rêve indépassable de l'extrême droite et de la droite israélienne, c'était l'expulsion des Palestiniens. Alors, d'un côté, ceux de Gaza vers le Sinaï égyptien, de l'autre côté, ceux de Cisjordanie vers la Jordanie. C'est ce qu'on appelle en hébreu l'optia yardénite, l'option jordanienne. Et maintenant, on en est à imaginer, alors outre le délire immobilier du locataire de la Maison-Blanche, d'envoyer, d'expulser, de déporter, si les mots ont un sens, les Palestiniens de Gaza vers le Soudan du Sud, le Somaliland. Maintenant, on nous parle de la Libye. Ce qui est une ineptie de collection. Je connais assez bien ce pays, la Libye, 7 millions d'habitants, 1 million de Palestiniens qui y seraient précipités, dans d'ailleurs une nation totalement déchirée, où les milices rivales se combattent à Tripoli, où vous avez un maréchal autoproclamé qui tient l'Est et une partie du Sud du pays. Enfin, tout cela n'a absolument aucun sens, mais on a l'impression que, comme on dit en anglais, the sky is the limit, c'est-à-dire que tout est envisageable désormais, notamment parce que vous avez l'effet Trump qui a désinhibé les rêves le plus fous de l'extrême droite israélienne. Mais justement, qui peut arrêter aujourd'hui Benyamin Netanyahou? Est-ce que Donald Trump est en mesure de le faire? S'il le voulait, oui, absolument. Depuis que je couvre cet enjeu, ça fait maintenant un bon quart de siècle, tous les experts que je consulte, israéliens ou pas, me disent la même chose. Le seul acteur qui peut infléchir le cours de la politique d'Israël, ce sont les États-Unis, tout simplement parce qu'il y a un soutien financier, il y a un soutien militaire massif, et que si demain matin,
Washington décidait, ce qui n'arrivera pas, qu'on cesse de fournir tel type de bombe, tel type d'armement, tel type de financement, etc., eh bien, contraint et forcé, l'exécutif israélien, quelle que soit son inclination extrémiste, serait obligé d'en tenir compte. Il n'y a aucun autre acteur qui peut peser. La justice internationale, l'Europe, vous voyez à quel point Benjamin Netanyahou, au travers du propos que vous évoquiez tout à l'heure, a affiché le mépris que lui inspire l'Europe, en tout cas le trio France, Royaume-Uni, plus alors nos amis canadiens maintenant, dont on se dit qu'ils sont parfois plus européens que certains pays de l'Union. Et qui disent qu'ils ne resteront pas les bras croisés, ils dénoncent les actions scandaleuses de Benjamin Netanyahou, mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Concrètement, alors évidemment, pas grand-chose au regard du levier dont disposent les États-Unis, mais pas rien non plus. Vous savez qu'en ce moment même, il y a un débat sur ce qu'on appelle l'accord d'association. Car n'oublions pas que l'Union européenne est le premier partenaire économique et commercial d'Israël. Et quelqu'un comme Dominique de Villepin, par exemple, l'ancien Premier ministre, ancien ministre des Affaires étrangères, préconise 3 mesures. Donc le fait de dénoncer ce contrat d'association, ce dont je doute, parce que des pays comme l'Allemagne et l'Autriche, pour des raisons, je dirais, historiques et culturelles parfaitement explicables, considèrent que l'Allemagne et l'Autriche d'hier ont contracté une dette inextinguible du fait évidemment de la Shoah vis-à-vis d'Israël, et donc pied sur le frein là-dessus. Bon, donc ça c'est la première chose possible. Ensuite, lui préconisait par exemple que soit déféré devant la Cour pénale internationale non seulement Benjamin Netanyahou, il y a déjà un mandat qui le concerne, mais l'ensemble des acteurs militaires et civils qui sont incriminés dans le traitement infligé aux civils gazaouis. Donc on ne peut pas ne rien faire, mais je pense que les leviers dont dispose hypothétiquement une Europe par ailleurs divisée ne suffisent pas, eux, à infléchir le cours de l'histoire. Quand vous dites Europe divisée, ça veut dire que la France et le Royaume-Uni et le Canada, ils ne seront pas rejoints par d'autres pays européens? Non, mais prenons un exemple très simple là-dessus. Vous avez vraiment une ligne de fracture en Europe avec des pays d'Europe centrale. Alors j'évoquais évidemment les cas de l'Allemagne et l'Autriche, mais regardez des pays comme la République tchèque, la Slovaquie de Robert Fico, évidemment la Hongrie de Viktor Orban. D'une certaine manière, ils partagent deux anti-valeurs avec Netanyahou, donc l'illibéralisme. Ce sont vraiment idéologiquement des gens qui se retrouvent sur ce registre-là, puisque vous avez les mêmes tentatives d'asservissement de la justice, de caporalisation des institutions de l'État, etc., etc., d'étouffement des médias aussi. Bon. Et puis, vous avez aussi cette tradition en Europe centrale qui a été très longtemps contraint et forcé de suivre les options pro-arabes de l'Union soviétique et qui ensuite ont conduit à une sorte d'alignement sur la posture américaine. Donc, de toute façon, imaginez une Europe totalement unie à 27 sur des mesures coercitives contre Israël serait, je crois, se bercer d'illusions. Et sur le plan interne, parce qu'il y a quand même des centaines de milliers d'Israéliens qui protestent contre la politique de Benjamin Netanyahou, eux, ils ne sont pas en mesure de l'arrêter. N'écoute pas sa société? Alors, il serait contraint de l'écouter si on remettait à plat le jeu électoral, s'il y avait des élections anticipées. Mais il sait que pour le moment, ce n'est pas un péril imminent. Et vous avez raison de souligner, parce que parfois on l'oublie, on a tendance à considérer qu'il y a une sorte de suivisme homogène et inconditionnel. Pas du tout. Vous avez toutes les semaines, tous les jours, des manifestations, notamment animées par les associations qui représentent les familles des victimes, donc soit les otages, hélas, assassinés, soit ceux qui sont encore aujourd'hui détenus par le Hamas à Gaza. Et donc, il y a une vraie adversité. Mais tant que cette coalition tient, au prix d'ailleurs du maintien en fonction de ministres fascisants. Je fais là allusion très explicitement à Bezalel Smotrich ou bien à Itamar Ben-Gvir, qui ont, eux, des options d'extrême droite radicale. Tant que cet attelage tient, eh bien, Netanyahou tient aussi, et encore une fois, j'y insiste, il écarte, pour le moment en tout cas, le spectre d'une destinée qui pourrait se rapprocher de la prison de son pays. Est-ce qu'aujourd'hui, Benjamin Netanyahou, il a diplomatiquement isolé Israël plus que jamais? La posture maximaliste qui est la sienne, la fuite en avant, à la fois diplomatique et militaire, dont il est l'incarnation, ont contribué à un isolement d'Israël que, personnellement, j'ai rarement connu en termes de degrés
et d'intensité. Il en vient d'ailleurs parfois à décourager certains pays ou certains acteurs qui sont très pro-israéliens. Il a eu, voilà 48 heures, une phrase, là encore, d'un cynisme qui lui ressemble, en expliquant que s'il consent à un retour, d'ailleurs très limité, de l'aide humanitaire au profit des civils de Gaza, dont on sait qu'ils sont menacés par la famine et la maladie, c'est pas du tout en fonction d'impératifs humains, humanitaires, etc. C'est une question tactique pour ne pas s'aliéner nos amis aux États-Unis, en Europe et ailleurs. Et ça vous dit exactement ce qu'est le logiciel de ce personnage. Est-ce qu'on peut craindre de nouveaux fronts, du coup ? Syrie, Iran. Vous avez tout à fait raison d'élargir un peu le spectre. Alors, pour le moment, l'Iran, donc j'évoquais la divergence Washington-Tel Aviv tout à l'heure. L'Iran, n'oublions pas, est un acteur affaibli, qui est obsédé par la volonté d'être traité avec les égards dus à une superpuissance régionale, mais qui a perdu beaucoup de son aura, avec notamment la neutralisation totale ou partielle du Hamas dans la bande de Gaza et du Hezbollah chiite libanais. Bon. Pour ce qui concerne les deux autres pays que vous mentionnez, vous avez raison, parce que cette atmosphère très incandescente, évidemment, elle retarde l'apaisement du front libanais ou du front syrien. Un exemple très simple et très récent, comme vous le savez, il y a eu des affrontements meurtriers en Syrie aux dépens d'abord de la minorité alaouite, puis de la communauté druze. Or, il y a une communauté druze en Israël également, et Israël s'est mêlé de cela en allant bombarder des positions militaires jusqu'aux portes de Damas. Donc tout ça contribue effectivement à une sorte de perpétuation d'une instabilité qui est honnêtement très préoccupante. La France doit coprésider en juin avec l'Arabie Saoudite une conférence internationale aux Nations Unies pour relancer la solution à deux États. Est-ce que ça peut aboutir à quelque chose ? Bon, alors, le paradoxe de cette séquence, c'est que la France envisage la reconnaissance de l'État palestinien qui n'a jamais été autant fictionnel qu'aujourd'hui. Honnêtement, même si demain matin, touchés par la grâce, tous les acteurs s'accordaient sur la création d'un État palestinien, ce qui n'adviendra pas, le fait d'avoir méthodiquement tronçonné le territoire de la Cisjordanie, d'avoir permis l'essor des colonies de plus en plus radicales, avec des colons armés qui vont incendier des oliveraies, détruire des villages, tuer des Palestiniens de manière totalement aléatoire. Donc de toute façon, l'émergence de cet État me paraît parfaitement chimérique. Mais c'est néanmoins un instrument diplomatique qui peut peser, et je rappelle à cette occasion que c'est normalement à la faveur d'une conférence effectivement co-organisée avec l'Arabie Saoudite que cette reconnaissance pourrait subvenir. Et vous savez, quand j'entends parler, et j'entends parler de ça depuis près de 30 ans maintenant, de solutions à deux États, on y a cru, hein, on l'oublie aujourd'hui, mais moi qui ai assisté aux conférences de Madrid, au processus d'Oslo, etc., je peux vous dire qu'il y a un moment de l'histoire où on a cru qu'on était à deux doigts de toucher ce compromis-là. Aujourd'hui, s'il y a une formule à deux États, c'est l'état de cruauté et de barbarie d'une part et l'état de sidération de l'autre. On va parler d'un autre conflit, c'est en Ukraine. Lundi, il y a eu un coup de fil entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Qu'est-ce qui a changé depuis ? Rien. Ce coup de fil était parfaitement inutile, amplement théâtralisé, mais sur le fond, Donald Trump continue de se faire marabouter et balader par Vladimir Poutine. Poutine sait parfaitement lire la psyché de Donald Trump. Il sait flatter son ego quand c'est nécessaire, et c'est à peu près nécessaire tous les jours que Dieu fait ou défait. Il sait aussi qu'il ne bougera pas d'un iota de ce qu'il appelle les causes profondes. Vous savez, dans la rhétorique du Kremlin, pas question de trêve ou de cessez-le-feu inconditionnel, que ce soit d'une semaine, de 30 jours ou de 2 mois, parce qu'il faut avoir traité au préalable je reprends là aussi la rhétorique moscovite, les causes profondes. Et traduction simultanée, ça veut dire simplement qu'on s'en tient aux objectifs initiaux, virer Zelensky du pouvoir, neutraliser l'armée ukrainienne,
empêcher tout rapprochement aujourd'hui, demain, après-demain avec l'OTAN, obtenir l'aval international, au moins américain, sur l'annexion de fait des 4 oblasts en partie occupés aujourd'hui. Et je voulais... Ce qui est terrible avec Donald Trump, c'est qu'au fond, jusqu'à son dernier souffle, il ne cessera pas d'être un promoteur immobilier. En réalité, en politique internationale comme en affaires, Trump est à la fois un escroc et un menteur pathologique. Et si vous réussissez à flatter son ego, bien vous pouvez tout obtenir de lui. Et il ne considère pas que les nations ont des territoires, des peuples, des histoires, une mémoire. Pour lui, tout ça, ce sont des chantiers à construire ou à reconstruire. L'obsession business, et le raisonnement fonctionne parfaitement, aussi bien sur Gaza, on l'a évoqué tout à l'heure, que sur l'Ukraine. L'obsession business est parfaitement cardinale. Et si on ne comprend pas ça, eh bien, on ne peut pas comprendre ces embardées, ces emballements, ces coups de gueule ou ces humiliations publiques dans le bureau ovale. Mais si Poutine ne bouge pas, est-ce qu'il n'y a pas un moment un risque que Donald Trump perde patience et il se retourne finalement contre Vladimir Poutine? J'avoue très, très sincèrement que c'était d'une certaine manière, pour moi, la seule lueur d'espoir. C'est que précisément l'hubris de Trump est tellement tyrannique qu'à un moment donné, se sentant précisément floué par Poutine, il est un coup de sang et ils disent puisque c'est comme ça, il se moque de moi, donc on va rétablir le renseignement au profit des Ukrainiens, les livraisons d'armes, etc. Mais quand vous examinez le sous-texte de ces déclarations, de celles de son vice-président, du patron du département d'État, de l'émissaire qu'il a envoyé sur le front ukraino-russe, vous vous dites qu'en réalité, le vrai danger, c'est qu'à un moment donné, on nous explique « Écoutez, nous, on a tout essayé, ces gens veulent s'entretuer, on n'y peut rien. » Parce que dans la logique de Trump, et c'est permanent, il y a toujours cette tendance à renvoyer dos à dos l'agresseur et l'agressé. Ils s'entretuent, ils se combattent les uns les autres, etc. Comme s'il n'y avait pas, à un moment donné, un pays qui, sur un mode parfaitement colonial, décide d'asservir son voisin indépendant et démocratique. Donc, hélas, cette hypothèse que j'ai moi-même envisagée, je n'y crois plus beaucoup aujourd'hui. Et quel rôle peuvent jouer les Européens? Emmanuel Macron, il y a 10 jours, a reparlé de l'éventualité d'un nouveau paquet de sanctions. Est-ce que ça peut peser? Le simple fait que ce soit le 17e, vous dites assez que ce sont des sanctions perlées, partielles et imparfaites. Écoutez, soyons clairs là aussi, et c'est la raison de mon pessimisme, celui que j'énonçais à l'instant, c'est que à un moment donné, Trump avait dit, bon, si ça continue comme ça, si mon ami Vladimir continue de se payer ma tête, il ne le disait pas en ces termes, mais c'est à peu près ça, eh bien, sanctions. Et là, plus récemment, là encore, si vous analysez ses déclarations et celles de son entourage, on a totalement oublié le chapitre sanctions. En gros, les Européens font ce qu'ils veulent, ils se débrouillent. Or, il y a un seul levier qui pourrait peut-être infléchir le cours de la stratégie russe, c'est le pétrole. Et si les États-Unis le voulaient, un baril qui serait ramené à 40 ou à 45 dollars serait une catastrophe pour l'économie de guerre russe, et ça pourrait faire bouger les lignes. Le reste, très franchement, c'est pas totalement indolore, mais en tout cas, c'est pas suffisant pour qu'un Poutine change de cap. Merci beaucoup. Merci Vincent Hugeux. Merci de nous avoir livré votre éclairage et votre analyse. On passe tout de suite au Club des Territoires.